Bonjour à vous tous, bienvenue sur Immedia, hym.media, pour nous suivre et regarder les différentes émissions que nous vous proposons. Alors aujourd'hui, un numéro de focus un peu particulier puisque je vais vous inviter à rentrer dans l'observation d'une expérience scientifique avec nos deux invités, Jean-François Ricoy et Pierre Basselon. Jean-François Ricoy est passionné de sciences et est un des responsables de la page Facebook de l'effet Dumas énergie libre. Et puis Pierre Basselon, qui lui est docteur ès sciences et universitaire, donc maître de conférences. Il s'intéresse, enfin ses domaines de prédilection sont surtout la physique et la chimie. Donc on part de l'effet Dumas, on va s'orienter vers, bien entendu, cette expérience qui aurait quelque chose d'assez révolutionnaire. Alors je dis ça quand je vois l'enthousiasme de Pierre Basselon et de Jean-François Ricoy à cette découverte dont vous allez assister d'ici quelques instants, eh bien il y aurait de quoi, à savoir que dans tout ce qui a trait au moteur dit surinitaire, ce qui n'est pas tout à fait exact, vous aurez l'occasion de le voir un peu plus loin dans la vidéo, eh bien il y a certains gaz qui sont produits et ces derniers ne devraient pas se trouver là. Et la découverte de nos deux invités laisse entrevoir différentes possibilités qu'il serait peut-être bon déjà de faire partager, et puis surtout de voir comment vous-même, qui suivez tout ce qui a trait aux énergies libres, eh bien, pouvez faire peut-être de cette information. Quoi qu'il en soit, je vous invite tout de suite à découvrir nos deux invités avec l'expérience en direct, qui est très très simple, mais qui a des implications assez importantes, en tout cas pour ceux et celles qui sont de la partie des moteurs surinitaires. Donc tout de suite, la vidéo, et on se retrouve à la fin de cette dernière. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, le média internet, hym.media pour nous écouter et surtout découvrir les nombreuses vidéos thématiques que nous vous proposons. Aujourd'hui, une émission un peu particulière puisque j'ai souhaité pouvoir promouvoir la recherche ou les recherches de deux hommes qui se sont penchés sur, pourrait-on dire, des apparitions d'ordre scientifique. Quand je dis apparitions, j'entends par là des phénomènes scientifiques qui ne devraient pas être, au vu des connaissances actuelles, et qui pourtant se trouvent observables. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Ricoy et Pierre Basselon. Messieurs, bonjour à vous. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Dans le cadre de cette émission, nous allons pouvoir aborder donc un phénomène, s'il en est, observable. On va rentrer bien entendu dans le détail. J'aimerais avant tout que vous puissiez vous présenter pour les internautes, qu'ils puissent apprendre à savoir un petit peu à qui ils ont affaire, ce serait la moindre des choses. Donc Jean-François Ricoy, vous êtes ici avec Pierre Basselon pour nous faire part de cette expérience et j'aimerais d'abord que vous puissiez vous présenter. J'ai 47 ans, je suis passionné de science depuis aussi loin que je puisse me souvenir, et c'est à ce titre-là que j'ai collaboré avec Pierre suite à son message sur la page Facebook de l'effet Dumas énergie libre. Et puis Pierre Basselon, Pierre docteur ès sciences, universitaire. Le domaine ou les domaines, Pierre, qui sont les vôtres, c'est le domaine de la physique, des mathématiques. Physico-chimie, oui. Physico-chimie. Oui. J'aimerais que vous puissiez dire aux internautes, finalement, qu'est-ce qui vous a amené à vous rencontrer. Je pense qu'on va commencer par vous, Jean-François Ricoy, puisque vous avez une page Facebook consacrée à l'effet Dumas. Alors, je travaille en collaboration avec l'équipe Dumas et je suis en quelque sorte le coordinateur scientifique. C'est moi qui centralise toutes les informations et qui discute avec les différents intervenants qui s'occupent de la partie scientifique, tests et autres choses. Et dans ce cadre-là, j'interviens sur la page de l'effet Dumas énergie libre. Et c'est dans ce cadre-là que, suite aux diverses publications qui ont été faites sur la page,
que Pierre nous a contactés pour nous apporter son avis et peut-être aussi son aide. Qu'est-ce que l'effet Dumas ? Puisque vous êtes un groupe, je ne sais pas combien est-ce que vous êtes à vous intéresser à ce travail. On est très très peu nombreux à s'y intéresser expérimentalement. La page est assez suivie et on est 5 personnes à expérimenter plus ou moins régulièrement et avec par-ci par-là des personnes qui peuvent intervenir, pas forcément convaincues, mais apporter des expertises. Ouais. Combien de personnes suivent la page ? Il y a 14 ou 15 000 personnes qui suivent la page. Quand même, 14-15 000 personnes. Et 15 000 abonnés. 15 000 abonnés. Le nom exactement de la page Facebook ? Effet Dumas, énergie libre. Effet Dumas, énergie libre. Jean-François, si vous pouviez dire dans les grandes lignes, pour ceux qui ne connaissent pas l'effet Dumas, qu'est-ce qu'il est censé produire cet effet ? Alors, il s'agit d'expérience d'électrolyse en courant alternatif sous tension du secteur. Et initialement, Jean-Christophe Dumas avait constaté un phénomène qui l'avait alerté, mais sans plus, à savoir que au cours du temps, il constatait que la température augmentait régulièrement, mais que l'intensité électrique fournie par le secteur diminuait. Alors il s'était posé la question comment c'était possible ça, mais comme il n'a pas de bagage scientifique pour formaliser la chose, il a mené ses expériences dans son coin, il a eu diverses collaborations et finalement il est tombé sur Pierre-Antoine Courouble qui ont décidé de travailler ensemble pour populariser le phénomène. Jean-François, comme les internautes peuvent le remarquer, ce qui pourrait être paradoxal, c'est qu'ils ne vous voient pas pleinement à l'image. Vous avez souhaité à ce que votre visage ne figure pas dans cette vidéo. En même temps, vous donnez votre nom, votre prénom. Donc pourquoi ne pas désirer montrer votre visage auprès des internautes ? C'est une question d'image, tout simplement. Je ne souhaite pas montrer mon image. Jean-Christophe est reconnu dans la rue. C'est pas une star, mais de temps en temps, il est accosté par des gens qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est un plaisir que je laisse à d'autres. D'accord, tout simplement. Alors, l'effet Dumas est censé produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Oui. Donc un moteur, si on peut dire, surunitaire. Alors ça c'est ce que nous essayons d'éclaircir de façon certaine depuis moi ça fait 3 ans que je m'y intéresse et il y a divers arguments que nous avons avancés et ce que nous souhaiterions c'est que d'autres personnes refassent les différentes expériences qui ont été faites et les poussent aussi loin que possible parce que ce que nous n'avons pas pu faire parce que certains intervenants étaient ou mandatés moyennant finance ou nous n'avions pas contact directement avec eux donc ils n'ont pas pu pousser les expériences jusqu'où nous aurions nous-mêmes pu aller. Donc on est très en deçà des résultats qu'on aurait pu produire pour être sûr et pouvoir affirmer la chose. On n'a pas pu mener la chose de façon certaine. En fait, ce qui vous manque, c'est les moyens matériels ? Il faudrait de l'argent pour engager les matériels et les personnels suffisants pour refaire les différentes manips qui ont été pratiquées jusque-là. Mais en tout cas, vous, dans votre démarche, puisque ça fait maintenant 3 ans que ce groupe existe, et parmi les expérimentateurs, expérienceurs, il y a donc constat qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, il y a constat quelque chose qui se passe. Tant que tout le monde ne sera pas d'accord sur ce qu'il se passe, il ne se passera rien. Ah, ça veut dire que les observations faites ne sont pas validées parce qu'elles ne peuvent pas se répéter selon qui
fait l'opération, qui fait l'expérimentation? Non, il faudrait tout simplement refaire chaque manip qu'on a faite et puis voir si les résultats sont les mêmes, ou refaire des manips que nous n'avons pas faites parce que nous n'avions pas le matériel, et utiliser le même matériel pour faire les mêmes manips et puis les prolonger jusqu'à ce qu'on puisse conclure. Valider ou invalider? Valider ou invalider, mais en tout cas pousser les expériences jusqu'au bout. Parce que ce qui est intéressant quand même dans la démarche qui est la vôtre en tant que scientifique, c'est depuis 3 ans maintenant de vous intéresser à la présupposée observation par Jean-Christophe Dumas qu'il y a plus d'énergie fournie qu'il y en a de consommer à la base. On pourrait penser que c'est quelque chose d'assez simple, puisque lui-même apparemment l'aurait réalisé par inadvertance. Et on pourrait se demander comment se fait-il que depuis 3 ans, et vous n'êtes pas le seul, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs groupes qui s'intéressent à l'effet Dumas, et malgré les nombreuses personnes qui vous suivent, et malgré les 3 ans, pourquoi vouloir encore œuvrer dans cette démarche de montrer si ça marche ou si ça marche pas, pour le coup? Tant que les manips n'auront pas été refaites et poussées jusqu'au bout, on a des très belles manips qui ont été faites par des laboratoires étrangers, et elles étaient de très belles manips, mais les manips n'ont pas été poussées jusqu'à obtenir un état stationnaire du système. Et pour étudier un système physique, on peut l'étudier de plusieurs façons, mais le mieux c'est de le pousser jusqu'à son régime stationnaire, et à ce moment-là on peut en tirer des conclusions à partir de ce régime stationnaire. Ce qui n'a pas encore été fait jusque maintenant pour la plus belle manip qui a été faite jusqu'ici, qui a été faite par un laboratoire israélien. Ils ont arrêté la manip avant d'arriver à l'état stationnaire, et à un moment où sur les courbes on voit que la tendance est pour le moins troublante. Et la manip a été arrêtée par manque de temps, par manque de moyens, par je ne sais quel manque, mais cette manip-là, c'est cette manip-là qu'il nous faudrait refaire et pousser jusqu'à son état stationnaire qu'il faudrait maintenir pendant, on va dire, une demi-heure ou une heure. C'est tout à fait faisable, et sur la base de cela, on pourrait en tirer des conclusions en termes de bilan énergétique, et savoir si, oui ou non, nous sommes dans un excédent d'énergie produite par rapport à l'énergie injectée. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on puisse voir avec Pierre Basselon. Je ne sais pas comment, Pierre, vous avez eu l'occasion de connaître ce groupe sur Facebook. Pourquoi l'effet Dumas? Parce qu'il y a toutes sortes de moteurs dits surinitaires ou d'expériences qui ont été faites, fusion à froide peut-être, effet Casimir, bref, toutes sortes d'expériences qui sont faites. On parle du moteur Cache aussi. J'aimerais, Pierre, que vous puissiez nous expliquer pourquoi vous vous êtes tourné vers ce groupe de recherche spécialisé dans l'effet Dumas pour proposer apparemment, des questions, des services, des propositions. Quelle a été votre intention en contactant ce groupe ou en partageant certaines informations avec ce groupe? Votre intention première, c'était laquelle? Eh bien, mon intention première est une intention ancienne, c'est-à-dire que depuis 1980 à peu près, donc ça fait un bout de temps, j'essaie de voir si les énergies, disons superunitaires, pour simplifier, sont de mise ou sont un artefact, alors qu'en 1989, Leishman et Pons, dans leur électrolyse faite à l'université, je ne sais plus laquelle aux États-Unis, ont montré qu'il y avait des excès d'énergie dégagés par rapport à l'énergie apportée durant une électrolyse. Donc déjà à cette époque, j'étais dans cet état d'esprit, et j'étais même avant, c'est-à-dire à partir de 1980, dans l'idée que est-ce qu'il serait possible que lorsque les graines germent, les graines de carottes, les graines de caroube, les graines de lentilles, toutes les graines imaginaires possibles, est-ce qu'il est possible que ces graines fassent des réactions physico-chimiques
et des comportements physico-chimiques qui échappent un petit peu à ce que la science en sait ou veut en savoir, à partir de manipulations qui datent du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle et du XXe siècle. Donc ça fait un bout de temps que des auteurs disent que lorsque les graines germent, elles ont des comportements physico-chimiques aberrants, qu'on n'arrive pas bien à délimiter parce que c'est très subtil. Difficile expérimentalement, je veux dire, c'est subtil expérimentalement, difficile à détecter expérimentalement. Il n'y a pas de théorie. Si c'est vrai, il n'y a pas de théorie qui l'accompagne. Et donc j'étais passionné par ce sujet depuis 1980, peut-on dire. Alors nous voilà en 2017, donc ça fait quand même un bout de temps, ça fait 37 ans donc que je suis sur le coup. J'ai fait plusieurs tentatives à l'université, puisque je suis universitaire, pour arriver à mettre au point des protocoles expérimentaux qui montreraient qu'il se passe des choses extraordinaires dans la germination des graines. J'ai pas pu aboutir, pour diverses raisons. D'abord, le sujet n'est pas facile, hein. En plus, il faut le faire accepter par un laboratoire. Les laboratoires, en général, ne sont pas très friands de cette recherche, parce qu'elle est très exceptionnelle. Et puis voilà qu'en 2000, ça fait 10 ans que je suis l'effet d'Humain, à peu près, ou non, j'exagère, ça fait 3 ans que je suis l'effet d'Humain, puisqu'ils sont également dans des réactions physico-chimiques par électrolyse, comme l'a dit Jean-François Ricoy, qui montreraient des anomalies énergétiques. Voilà, donc c'est cette histoire d'électrolyse superunitaire qui m'amène à proposer ma candidature de scientifique, puisque je suis maître de conférence, physico-chimiste, docteur et sciences, au groupe d'Humain. Et donc, c'est de cette façon-là que Jean-François Ricoy me contacte. Et c'est de cette façon-là que depuis 3 mois, nous travaillons d'arrache-pied sur les phénomènes d'électrolyse, comme vient de le dire Jean-François. Et au cours de ces manipulations d'électrolyse, tout d'un coup, je me dis, mais alors, y aurait-il une jonction avec les propriétés physico-chimiques assez anormales que l'on constate durant la germination des graines. Et c'est la rencontre de 2 trains qui ne doivent pas se rencontrer, les électrolyses et la germination des graines, je les fais se rencontrer, et apparemment, il y aura un résultat absolument assez extraordinaire de rencontre, puisque Jean-François, aussi bien que moi, sommes témoins de phénomènes physico-chimiques extraordinaires lors de la germination des graines. Pour être plus exact, nous sommes le témoin de mesures faites avec des appareils, mais aussi par le truchement de mesures plus indirectes, mais assez intéressantes et troublantes en soi. Mais ça, on en reparlera plus tard dans le cadre de l'effet d'Humain, et j'espère, Laurent, que vous allez demander à Pierre-Antoine Courouble et Jean-Christophe Dumas si je peux m'exprimer dans ce cadre-là, parce que vu que je fais partie de leur équipe, je voudrais qu'ils soient d'accord au moins sur le principe de transmettre les données, parce que jusque maintenant ça s'est toujours fait via eux, et ça serait correct vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'eux, de leur demander s'ils voient une objection à ce que je communique en dehors de leur page Facebook. Alors revenons donc en tout cas à ce qui vous amène. On va avoir l'occasion de présenter aux internautes très concrètement, par l'observation de ce que vous-même vous avez pu observer, constater, ce qui vous a amené ici aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez décrire en quoi consiste l'observation ? Oui, c'est d'une simplicité que tout le monde peut pratiquer chez lui, dans sa cuisine ou dans son salon, même, parce que c'est une manipulation extrêmement propre.
Donc arrive Jean-François Haricois, l'effet Dumas, les effets superunitaires, et on se dit, est-ce qu'on pourrait penser que dans ces électrolyses, il y ait une production paradoxale d'hélium? Voilà, l'hélium, le gaz hélium, le gaz rare hélium. Hein. Pourquoi penser à l'hélium? Parce que Fleischmann et Pons, en 1989, et beaucoup de travaux sur les énergies superunitaires montrent qu'il y a formation d'hélium. Donc c'est le classique du superunitaire, il y a de l'hélium. Et donc je loue cet appareil pour vérifier mon idée qu'il pourrait y avoir de l'hélium lors de la germination des graines, la rencontre de la chèvre et du loup, quoi, la rencontre de l'effet Dumas et de la germination des graines, qu'est-ce que ça va avoir? Bon, on va voir s'ils peuvent se rencontrer, la chèvre et le loup. Là, c'est important de dire que le grand public entend surunitaire et entend qu'on peut faire quelque chose à partir de rien. Moi, c'est pas mon avis. L'énergie, on la tire forcément de quelque part. Et en fait, il faut plutôt parler de coefficient de performance pour expliquer un excédent d'énergie. Le grand public, il imagine qu'on va tirer de l'énergie à partir de rien du tout. En ce qui me concerne, je ne suis pas du tout convaincu de la chose. Ce dont je suis convaincu, c'est ce que disait Pierre à l'instant, c'est que on peut transformer de l'énergie potentielle en chaleur, par exemple, et jusqu'à ce que on prouve que c'est faux. On peut essayer de prouver que c'est vrai. On peut avoir deux démarches en science, soit prouver qu'une chose est fausse, soit qu'une chose est vraie. Donc, il est tout à fait envisageable que, par exemple, les graines germées, mais aussi le réacteur Dumas, soit capable de transformer de l'énergie potentielle nucléaire en chaleur. Alors ça rentre pas du tout dans le cadre des données acquises de la science, mais en tout cas, théoriquement, on peut faire fusionner des atomes pour dégager de l'énergie. Dans ce cas-là, ce n'est pas un phénomène surunitaire, c'est un phénomène à coefficient de performance supérieur à 1. C'est-à-dire qu'on récupère plus d'énergie qu'on a mis en entrée. Donc là, c'était pour être clair vis-à-vis du public. Le terme de surunité est abusif, on doit parler du coefficient de performance. Mais je voudrais dire à ce propos-là que je ne propose pas de théorie nucléaire. Hein. Pour l'instant, nous sommes dans une observation de base, sans théorie et sans explication d'un phénomène. Si on veut rajouter du nucléaire, on a le droit, ce n'est pas mon problème pour l'instant. Pour l'instant, je suis un expérimentateur qui va vérifier si les conditions physico-chimiques de la germination des graines sont acceptables dans le cadre actuel de la science ou si elles en échappent plus ou moins. Voilà. Le nucléaire, c'est une autre affaire. Je reviens donc sur, vous avez mentionné tous les deux l'observation d'une production physico-chimique différente de ce que, enfin c'est même pas différente, je sais pas si on peut parler de différente, c'est qu'on ne pensait pas jusqu'à maintenant obtenir un gaz via la germination des graines qui ne devrait pas être d'après notre compréhension classique, et c'est pourquoi je vous demandais quel est cet appareil et pourquoi avoir, alors bon, les internautes peuvent le voir à l'écran, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un appareil de haute technicité technique, qui est un appareil gaz chèque G3, fabriqué en Angleterre, qui se loue en France, donc que nous avons loué, et dont le principe est de parvenir à déceler les fuites d'une vingtaine de gaz. L'oxygène, l'hélium, l'hydrogène, le gaz carbonique, le méthane, etc. Donc c'est un appareil qui détecte les fuites. Il est extrêmement sensible par conséquent et il est louable à loisir. Donc toute personne qui veut refaire cette manipulation en faisant germer des graines et en louant l'appareil peut faire la manip chez lui, comme nous allons le montrer, hein, sans qu'il y ait trop de récriminations, d'incertitudes, de
de disculpabilisation de tout ce qu'on peut imaginer quand une manip n'est pas claire, propre et nette. Alors là, je crois que nous proposons une manip claire, propre et nette à toute personne qui a 300 € à mettre dans une manip en faisant germer des graines qu'il a chez lui, les lentilles, les haricots, l'alfalfa, du riz, voilà. Donc c'est une manip qui semble vraiment à la portée de tout le monde. 5 personnes peuvent se rassembler et c'est 60 € par personne dans ces conditions-là. Oui, parce que donc vous l'avez mentionné sans le mentionner, donc c'est 300 € la location de l'appareil de mesure pour détecter les différents... Par semaine. Pardon ? Par semaine. 300 € par semaine, d'accord. Et il vaut 2500 € si on l'achète. Ah ouais, d'accord. Donc voilà pour l'expérimentation. Alors, qu'est-ce que vous avez pu observer? Parce qu'on a parlé donc de cette machine qui nous aide à détecter certains gaz, une vingtaine approximativement. Je vous pose la question, qu'est-ce que devrait dégager d'un point de vue logique, juste physique, physico-chimiquement parlant, du domaine de l'acceptable dans la science, que devraient dégager des graines germées? Les graines germées doivent dégager fondamentalement, pendant qu'elles germent, qui est un processus extrêmement complexe, biologiquement parlant. Alors, c'est un phénomène d'une complexité extraordinaire, puisque quand même il faut que les graisses et l'amidon qui sont contenus dans les graines, qui sont une sphère comme ça, les graines, grosso modo, il faut que tout d'un coup une radicelle sorte et une plantule sorte de l'autre côté. Donc déjà là, c'est assez stupéfiant. La germination des graines en soi est assez stupéfiante. Quels sont les gaz qui doivent se faire logiquement pendant la germination des graines? Disons le dégagement de gaz carbonique pendant que les graines respirent et l'absorption d'oxygène. Et d'autre part l'absorption d'oxygène pour faire du gaz carbonique. C'est le coût classique des plantes. La journée, elles fournissent de l'oxygène et la nuit, elles dégagent le gaz carbonique. Donc on devrait, grosso modo, avoir comme gaz fondamental dans cette histoire-là de l'oxygène, mais il y en a partout, et du gaz carbonique dont il n'y a pas partout et dont cet appareil G3, le gaz chèque G3, est tout à fait susceptible de déceler la présence. Et qui décèle la présence. À part ça, il y a de la vapeur d'eau, mais ça, il y en a partout. Et donc, si, comme nous vous le montrerons bientôt, on introduit l'appareil dans les graines en germination avec un petit plastique au-dessus pour quand même confiner un peu les gaz qui se dégagent, on voit des taux d'hélium qui se dégagent à des teneurs qui sont absolument invraisemblables. Et si je puis rajouter un mot, les teneurs d'hélium qui se dégagent de ces germinations de graines, quelles que soient les graines, il y en a 4 ici, nous vous montrerons, sont tellement énormes qu'elles touchent à l'invraisemblable. Et pourtant, ça fait sur ces 4 types de graines que nous faisons des manipulations, et il n'y a rien à faire, tous les jours c'est comme ça. Il y a du dégagement d'hélium à gogo, et si on attend trop longtemps, les graines finissent de germer et ne dégagent plus d'hélium. Donc effectivement, il y a quand même un phénomène qui n'est pas un phénomène parasite, qui est un phénomène énorme. Lorsque les graines germent, elles dégagent des quantités d'hélium phénoménales. Et si, maintenant, on cueille des fleurs et que l'on approche l'appareil d'une fleur formée ou en floraison, on constate un dégagement d'hélium identiquement. Et je voudrais terminer apocalyptiquement que si on ouvre une bouteille de vin, ce que nous ferons, et que nous mettons le détecteur d'hélium dans le goulot, nous constatons une teneur en hélium phénoménale. Or, nous savons que le vin est vivant, qu'il continue par ses levures à travailler. Où sommes-nous? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que nous... de petits, enfin pas de petits, on n'est pas petits, de personnes comme ça qui dament, détectent des taux d'hélium avec une telle facilité et que ça n'a jamais été fait.
Mais c'est quoi cette histoire, quoi? Jean-François, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit? Eh bien, on fait le constat d'une mesure. Le doute est, la mesure est-elle exacte? L'appareil Pierre Lalouët, on appuie sur la remise à zéro, il a été étalonné, donc l'appareil est-il fiable? Là, c'est la question qui se pose. Si l'appareil est fiable, le constat, s'il est reproduit, sera là. S'il est reproduit avec un autre appareil. Avec un autre appareil ou avec une autre. L'idéal, ça serait qu'une autre équipe, avec une autre méthode, teste le taux d'hélium dans les produits, dans les gaz issus de la germination. Et le doute qu'on peut avoir maintenant, c'est l'appareil constate-t-il quelque chose ou est-ce qu'il nous montre quelque chose qui n'existe pas? C'est un faux positif. Est-ce que l'appareil nous montre-t-il des faux positifs ou bien nous montre-t-il quelque chose qui existe vraiment? Pour affirmer scientifiquement la chose, il faudrait qu'une deuxième équipe, avec une autre méthode, confirme l'existence de cet hélium avec une abondance qui n'est absolument pas naturelle. Okay. Ou que nous louions un autre appareil. Oui, il y en a d'autres. Et de toute façon, il faudra le faire. Sachant que de toute façon, au bout du compte, il faut que ce soit deux équipes qui publient ça dans une revue reconnue de référence pour que ce soit accepté. Parce que même si les gens comme nous, les gens du quotidien, louent l'appareil ou d'autres appareils ou font d'autres constats concordants, tant qu'il n'y aura pas deux équipes scientifiques qui publieront la chose, même si la chose est vraie, ou exacte, ou reproductible, ou vérifiable, tant qu'elle n'aura pas été acceptée par des revues à référer, elles ne pourront pas avoir l'écho médiatique en tout cas. C'est pas l'écho médiatique, ils ne pourront pas avoir le critère de validation, scientificité, disons. Oui, je voudrais faire remarquer quand même que quand Fleischmann et Pons, en 1989, ont été les premiers à publier les électrolyses avec formation d'hélium, là on ne parle plus de la germination des graines, mais on parle des électrolyses, ils ont publié dans un journal, parce que les journaux référents Nature, Science, etc., refusaient la publication. Ça a duré 2 ans de refus. Oui, votre manip n'est pas au point, oui, elle n'est pas parfaite, oui, là ça va pas. Bon, Fleischmann et Pons, ils corrigeaient, 2 ans, ça n'aboutit pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent François, Paris Presse, l'Humanité, je sais pas quoi, ils publient, j'exagère, ils publient dans le journal. Ça ne leur a pas été pardonné. Donc si nous attendons des référés officiels avec une publication officielle de Physical Letters, par exemple, quelque chose comme ça, on peut attendre des années. Or là, n'importe qui fait la manip. Donc il n'y a plus de raison d'attendre un aval. D'accord. J'aimerais soulever plusieurs questions. La première, c'est sous quelle forme l'hydrogène apparaît-elle dans la nature? De ce qu'on en sait aujourd'hui. L'hélium? L'hélium, parce qu'on parle d'hélium là, de détecter. Donc, oui, j'ai mentionné autre chose. Hydrogène, pardon. Merci. Donc pour la correction, donc l'hélium, où apparaît-il dans la nature à l'état donc naturel d'après les sources connues? Où est-ce qu'on est censé en trouver si on en veut en chercher? L'hélium apparaît comme gaz de désintégration radioactive surtout dans les mines uranifères. Voilà, c'est un dégradé extrême de la fission nucléaire. L'hélium a été repéré en 1900 à peu près, Hélios Soleil, c'est-à-dire qu'il a été décelé par un astronome dans le Soleil avec ses raies d'émission. Et c'est de là qu'on a trouvé l'hélium. C'est un gaz assez récent, qui a le nom du Soleil, puisqu'il a apparu fondamentalement dans le Soleil. Après, il a été trouvé sur Terre, dans les mines uranifères, dans les volcans. D'accord. Et on sait, par exemple, qu'il y en a beaucoup dans l'eau minérale qu'on consomme. Et on peut faire le test avec cet appareil, très simple. Si on a une bouteille, on le fera peut-être tout à l'heure. On ouvre la bouteille, on met l'appareil dedans, et l'appareil, ça y est, il monte à 17 000 ppm. On verra les ppm tout à l'heure. Il monte à 17 000 ppm d'hélium. Oui, partie par million d'hélium dans une bouteille d'eau minérale. Et si on prend l'eau plate, il montera à 300, 400, voilà. Donc c'est tout à fait répertorié d'où vient l'hélium. Et nous, François et moi, nous trouvons que l'hélium vient des fleurs et vient de la germination des graines. Alors,
celui qui publie ça, c'est évident qu'il prend ses risques. Donc mais nous prenons nos risques d'être ridicules et de venir te voir aussi, quoi. Ok, donc si j'entends vos propos, normalement, l'hélium est un résidu d'une réaction radioactive, donc à l'image de ce qui se passe comme phénomène dans le Soleil ou à l'intérieur de la croûte terrestre. Alors donc, dans le Soleil, c'est de la fusion nucléaire, et dans la croûte terrestre, c'est de la fission nucléaire. Voilà. Ah oui, c'est important, merci Jean-François pour la distinction. Donc, de toute façon, que ce soit la fission ou la fusion, une production d'hélium a lieu du fait de toucher ou dans les réactions qui ont lieu au cœur de l'atome. C'est une transmutation naturelle. La fission et la fusion donnant de l'hélium, c'est de la transmutation qui survient naturellement. Alors, est-ce qu'on parle réellement de transmutation? Parce que autant dans la fusion, transmutation me paraît clair, autant dans la fission, je ne suis pas sûr. À partir du moment où un élément se transforme en un autre élément, c'est de la transmutation, pas au sens alchimique du terme, voilà, mais au sens scientifique. C'est de la transmutation, la matière est transmutée. Ce n'est pas un phénomène de nature magique ou spirituelle, c'est un phénomène physique, mais on peut très bien utiliser le terme de transmutation. On peut aussi parler de nucléosynthèse. D'accord. C'est-à-dire qu'on fabrique un noyau avec un autre noyau. C'est de la nucléosynthèse, mais on peut dire transmutation, ça veut dire exactement la même chose. Alors, les implications, j'aimerais maintenant qu'on voit un petit peu, parce que pour ceux et celles qui nous regardent, ils se disent, ok, il y a de l'hélium. Bon. Et après? Après, on va pouvoir gonfler les ballons de baudruche gratuitement. Ah, je vous en prie, écoutez. Je vous en prie. Mais parce qu'on en est là. Parce qu'on est à de tels taux d'hélium qu'on se demande si en une nuit, en extrayant l'hélium qui se dégage au-dessus des graines, on ne peut pas gonfler un ballon de baudruche. Mais alors, parce que je cite l'exemple du ballon de baudruche pour égayer, mais alors, est-ce que ce serait une formation industrielle d'hélium, une production industrielle d'hélium? On en est là, mais je ne veux pas m'avancer. Pour l'instant, on va déjà essayer de montrer ça, mais c'est des proportions d'hélium qui se dégagent. Et nous verrons que si on découvre les graines, donc tout l'hélium qui est confiné par le petit sac en plastique qu'on a mis autour s'échappe, une demi-heure après, l'hélium est de retour. Mmh. Jean-François, vous vouliez dire quelque chose? Déjà, ce que nous aimerions, c'est être sûr qu'il s'agit d'hélium. Ce peut être un faux positif. Donc, en tout cas, nous, on a constaté, on a fait une mesure et on le trouve d'après cet appareil. D'accord. Mais alors, quoi derrière? Derrière, si on confirme qu'il y a production d'hélium, il peut que ce soit de l'hélium qui a été stocké dans la graine, mais ça serait nouveau que les graines ou que le vivant soit capable de confiner de l'hélium et de le stocker en si grande quantité. Ça serait assez nouveau parce que dans l'atmosphère, il y a pour 1 million de molécules, de gaz, il y en a 5 qui sont de l'hélium. Donc ce qui voudrait dire que la graine serait capable d'accumuler de l'hélium. Et ça serait quand même assez étonnant que le vivant soit capable de stocker de l'hélium, alors que l'hélium est un produit est un corps qui est neutre chimiquement et physiquement, qui se dissout très peu dans l'eau, qui ne se liquéfie qu'à des températures extrêmes. Et ça voudrait dire que le vivant est capable de stocker de l'hélium. Ça serait assez intéressant en soi, si on constate qu'on vérifie. Alors, mais au-delà de ça, si la question se pose, c'est que est-ce qu'il s'agit vraiment d'hélium? Derrière, est-ce que c'est de l'hélium qui a été stocké? Bon, et si c'est pas de l'hélium qui a été stocké, à ce moment-là, c'est de l'hélium qui a été produit. Si on arrive jusqu'à ce stade de l'expérience et qu'on arrive à prouver que ce n'est pas de l'hélium stocké, c'est de l'hélium qui a été produit par quel mécanisme? Si de l'hélium a été produit, il faut qu'on identifie ce mécanisme pour voir si ce mécanisme, nous pouvons nous-mêmes le reproduire. Parce que quand on produit l'hélium, soit il est issu d'une désintégration, et dans ce cas-là, la désintégration peut produire de l'énergie ou en consommer, ça dépend où on se trouve dans les produits de formation des réactions nucléaires. Mais en tout cas, on peut peut-être, si la nature elle est capable, et c'est ça, il faut qu'on sache, est-ce que la nature stocke ou est-ce que la nature produit? Si la nature produit, peut-on reproduire? Et si on peut le reproduire, peut-on le reproduire au point de rendre cette énergie exploitable?
Et derrière... L'exploitation de l'énergie, c'est une chose, mais le fond de l'affaire, c'est quand même... qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dans le vivant? Qu'est-ce qui se passe dans le vivant? Stockage ou production. Oui, donc comment le vivant arrive-t-il à faire des gaz qui n'existent pas? Voilà, oui. Mais je n'ai pas d'explication encore une fois. Ce n'est pas que je n'en ai pas, mais je ne l'explique pas ici parce que j'estime que ce n'est pas le moment. Pour l'instant, on est vraiment dans l'expérimental pur et dur, et je n'émets pas d'énergie. Je n'aimais pas d'énergie, merci. Voilà. Je n'aimais pas d'analyse sur l'origine de ces gaz. D'accord. Oui, alors c'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, et c'est ce qui nous avait amené à collaborer, c'est que si on arrive à prouver qu'il s'agit d'hélium, que ce n'est pas de l'hélium stocké et que c'est de l'hélium produit, si la nature est capable de produire de l'hélium, à ce moment-là, est-ce que le dispositif... promu par Jean-Christophe Dumas, est-ce que lui serait capable de refaire cela? Dans ce cas-là, c'est un argument supplémentaire qui irait dans le sens que cet homme-là rend compte de quelque chose de vrai. Donc, en ce qui me concerne, ça serait un argument supplémentaire qui pourrait amener d'autres personnes à s'intéresser à son dispositif et à faire des recherches et essayer d'éclaircir la chose. Parce que si c'est possible, et que lui, il arrive à faire à partir de l'eau ce que la nature pourrait faire, ça c'est encore à vérifier, mais si la nature en est capable, est-ce que son dispositif en est capable? Et dans ce cas-là, comme dans l'eau, il n'y a que de l'hydrogène et de l'hélium. De l'oxygène. Oui, de l'oxygène et de l'hydrogène, et que si on voit apparaître de l'hélium, à ce moment-là, la réaction serait forcément entre guillemets surunitaire, en tout cas exothermique et à coefficient de performance supérieur à 1. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le lien avec l'effet Dumas. Dans tout ça, quoi. Donc, dans l'effet Dumas que Jean-François Ricoin, Dumas, etc., investiguent depuis quelques années, ils ont oublié de faire l'analyse des gaz qui se forment pendant l'électrolyse. Et c'est là où je dis à Jean-François, mais enfin, vous avez oublié ça. Vous n'avez pas analysé les gaz, alors que le résultat fondamental de la manip, indépendamment de la chaleur qui s'en dégage, c'est les gaz qui se dégagent. Et ils n'ont pas fait la manip. Et c'est pourquoi j'ai loué le détecteur d'hélium à tout hasard. Hein, c'est la chèvre et le chou qui se rencontrent, le chien et le... À tout hasard, je leur dis, mais vous n'avez pas fait ça. Alors, on a loué comme ça le détecteur d'hélium pour analyser les gaz issus de l'électrolyse. Et je dirais, pour prendre un peu les devants, que les résultats sont également stupéfiants. Absolument stupéfiants. À quel niveau? En hélium. En hélium, quand vous expérimentez l'effet Dumas? Dans les électrolyses. Oui, donc l'effet Dumas, on que parle de l'effet Dumas là. Reprise de l'effet Dumas, merci, que nous avons modifié, que nous avons tire-bouchonné, etc. Ça fait 3 mois qu'on est là-dessus, on trouve des résultats en hélium. En hélium? Oui, en hélium, parce que je dis à Jean-François, mais vous n'avez pas analysé les gaz, mais qu'est-ce que c'est? Il faut analyser les gaz. Et on trouve immédiatement le poteau rose, un dégagement, un déferlement d'hélium. Donc ça implique qu'il se passe des réactions au niveau nucléaire qui ne devraient pas, normalement, d'après les connaissances actuelles, avoir lieu. Il se passe donc, soit ce qui se passe sur le Soleil ou au centre de la Terre. L'appareil fonctionne correctement. Oui, on est d'accord. Il faut bien comprendre pour le lecteur qu'on parle de 2 choses. 1, est-ce qu'il y a d'hélium lors de la germination des graines qui se dégagent? Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, c'est pas facile. Et deuxièmement, est-ce que aussi durant les électrolyses classiques, est-ce qu'il y a aussi un dégagement d'hélium? Or, nous disons, Jean-François et moi, puisque nous sommes les seuls à avoir fait les manips, devant des témoins d'ailleurs qui peuvent en témoigner, comme on vient de le faire ici, que dans les 2 cas, il y a un dégagement d'hélium hallucinant. Alors, où est la science qui n'a jamais vu ça? Alors, on est complètement pétri d'angoisse, parce que la science n'ait jamais vu ça, et que nous, avec un petit détecteur d'hélium, et avec rien du tout, une petite électrolyse ou avec des graines, on en trouve autant, on dit, mais c'est pas possible. L'appareil ne marche pas.
Voilà, c'est ce que dit Jean Grandin. L'appareil ne marche pas. C'est l'appareil qui ne marche pas. Jusqu'à preuve du contraire, l'appareil ne marche pas. Or, l'appareil a été étalonné, avec garantie d'étalonnage qui est dans juste avant que tu le loues. Le caisson. Et donc, il est parfait. D'accord. Ok. Voilà. Alors, j'aimerais... oui, Jean-François, je vous laisse vous exprimer. Là, Pierre, tu as pris un petit raccourci, c'est qu'avant d'avoir l'idée de louer l'appareil, tu as dit, sur le plan thermodynamique, on n'arrive pas à travailler proprement, donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est analyser les gaz qu'on n'avait pas fait. Ça avait été fait, mais partiellement et mal. Et c'est le compte-rendu sur notre page Facebook. Ça a été partiellement et mal. Et donc Pierre a dit, il faut qu'on analyse ces gaz. Alors avant d'acheter cet analyseur, de louer cet analyseur, Pierre, avec Pierre, on a... stocker les gaz, produire les gaz, stocker les gaz, et on les a testés. Ça, on va bientôt le publier sur la page Facebook de l'effet Dumas, mais en tout cas, on a trouvé des anomalies tellement stupéfiantes que là, c'est là que tu as dit, il faut qu'on analyse les gaz. C'est quand on a fait la manip et qu'on a trouvé des anomalies stupéfiantes de nature physico-chimique. Oui, ben on avait loué l'appareil pour les trouver. Non, avant, on avait fait la manip et il y avait le test d'explosivité des gaz qui t'avait amené. Okay. Donc en fait, ça n'a pas été loué comme ça sur un coup de tête. Ça a été loué parce qu'on a fait une manip qui était en soi surprenante, en faisant un petit peu varier les conditions. On avait trouvé un phénomène physico-chimique qui nous avait, dont on rendra compte bientôt, qui nous avait surpris. Et c'est là que Pierre, au bout de quelques jours, il a dit il faut qu'on loue un appareil. Parce que l'expérience de Fleischmann et Pons à propos de l'électrolyse 1989 montre des excès de chaleur d'une part, je vais en reparler, et de l'hélium. L'hélium, nous, on peut dire que nous l'avons trouvé. Avec les manips suite Dumas, on a trouvé l'hélium. Alors maintenant, les excès de chaleur. C'est-à-dire, on met le thermomètre dans la sauce et on voit combien se dégage de chaleur. C'est tout bête, vis-à-vis de combien on a amené d'électricité qu'on mesure avec un wattmètre. Donc c'est tout bête. On compare combien d'électricité arrive et combien de chaleur se dégage. Or, nous savons que la calorimétrie est la pire des choses à faire, étant donné que la chaleur est l'état de la matière qui fuit partout et passe même à travers les murs. Donc la chaleur est l'insaisissable même. Et si on n'a pas des appareillages d'un niveau très élevé pour déceler la chaleur, on est toujours dans la zone d'incertitude. Et même avec des appareillages extrêmement sophistiqués, la chaleur fout le camp partout. Nous reviendrons peut-être dans une future manip sur qu'est-ce que c'est que la chaleur, qui est un domaine qui, à mon avis, n'est pas encore connu de la science avec la simplicité qu'est la chaleur. Mais c'est une autre affaire, donc peut-être que je dis j'ai pas de théorie, mais en fait j'ai peut-être quand même un petit truc à propos de ce qui se dégage là. Et la chaleur n'a pas été investiguée correctement, à mon avis. Voilà. Alors, donc, pour en revenir sur notre expérience, de l'hélium, donc il y a un surplus d'énergie qui ne devait pas être, parce qu'on observe des réactions avec la production d'hélium qui n'apparaît que dans les mines uranifères ou au sein du Soleil ou au centre de la Terre. L'hélium est un gaz inoffensif pour l'homme, de ce que j'en sais. Le fait qu'on puisse l'utiliser d'une manière industrielle, je ne sais pas en quoi ça pourrait être intéressant, mais en tout cas le fait qu'il y ait de l'hélium parmi la vingtaine de gaz que peut observer ce détecteur, j'imagine que vous n'avez pas cherché que de l'hélium. Est-ce que vous avez essayé tous les gaz? Oui, bien sûr. Oui, tant qu'à faire de louer l'appareil, donc on a passé 300 des journées la semaine. On a épuisé les piles de l'appareil, donc on a. J'ai amené ici la littérature de ce qu'on a, des manips que nous avons faites. On a peut-être 200, 300 ou 400 mesures, quoi, de tous les gaz possibles, c'est-à-dire des 7-8 gaz qui nous concernent, parce qu'il y a des gaz là-dedans qui nous concernent même pas. D'accord. Alors parmi les 7-8 gaz qui nous concernent, est-ce que vous en avez trouvé un qui pourrait être, alors j'attends intéressant parce que quand j'entends hélium, bon, c'est vrai, faire les ballons de baudruche c'est sympa, ça peut être aussi intéressant pour ceux qui vont au fond des mers, pour faire des mélanges, etc. Ou peut-être dans le milieu médical aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres gaz qui pourraient être, alors j'allais dire plus intéressants, ou qui vous a piqué votre curiosité?
pas à des seuils. On a décidé arbitrairement de considérer les seuils par rapport au taux atmosphérique. On a décidé de les considérer comme significatifs. Ils sont multipliés par 10. Et là, on a trouvé de l'hydrogène, c'est normal. Il s'agit d'électrolyse, donc on trouve de l'hydrogène à des taux multipliés par dans l'effet Dumas, parce que là vous parlez d'électrolyse. Ah oui, donc, alors là, oui, non mais je parle dans l'organique des graines. L'organique des graines, on a trouvé des anomalies aussi. Il faudrait voir avec sur les mesures qu'on a faites avec les graines. Ça, en tout cas, rien qui vous a marqué en particulier. À part l'hélium, vu que c'était la chose qui était la plus ahurissante, le reste, c'était moins choquant, disons. Peut-être, on verra sur nos courbes, enfin pas sur les courbes, mais sur les données. Mais nous, ce qui a attiré notre œil, c'est l'hélium. Oui, si la production d'hélium au niveau que nous allons constater tout à l'heure, les autres gaz, ok, ça serait plus pour vérifier si l'appareil fonctionne qu'autre chose. Et ça n'a pas tort de poser cette question. Mais on a quand même, en ce qui concerne les graines, mais on a fait toutes les analyses de gaz aussi. Hein. Et on s'est surtout concentré sur l'hélium, voilà, parce que le phénomène est ahurissant. Pierre, nous avons l'occasion d'avoir les différents éléments sur cette table. Le premier bocal que nous avons à droite est un bocal de lentilles non germées, c'est juste des lentilles sèches. Après, donc, nous avons du riz complet. Là, nous avons... Germé. Hein. Ah oui, du riz complet germé. Ici, des lentilles. Germé. Là aussi, des lentilles. Alors, puisque j'étais au courant de la venue et de la préparation, j'ai moi-même, de mon côté, fait des lentilles germées. Donc voilà, ça c'est le mien. Elles sont, comme vous pouvez le constater, en toute petite germination. La germination commence... alors que les autres à côté sont... alors déjà, ce n'est pas des lentilles vertes, les autres, c'est des lentilles noires. Et vous pouvez le constater, la germination est beaucoup plus avancée que celle que j'ai lancée moi personnellement. Une semaine. Et une semaine, une semaine et une semaine. Alors d'accord, donc toutes les graines que vous voyez ont une semaine. Là, donc, des haricots rouges. Et ici, qu'est-ce que c'est? L'alfalfa. Alfalfa. Et nous aurons l'occasion d'expérimenter, on ne va pas faire de pub, avec le vin, voir ce que ça donne, et les fleurs. Donc, Pierre, allez-y, prenez l'appareil, et puis on va commencer à constater ce qu'il y a de production d'hélium à travers le bocal de lentilles sèches. Alors, voici l'appareil de mesure. Donc, il a déjà été présenté, c'est le gaz tchèque numéro G3. Que nous avons loué. Donc la première chose, c'est de le mettre, il marche sur pile, hein, c'est de le mettre en mouvement. Voici qu'il se met en mouvement. Ensuite, le voici en mouvement. Ensuite, il fait zeroing, c'est-à-dire, c'est un anglicisme qui dit qu'il fait le zéro, c'est-à-dire il annule il s'étalonne, il s'auto-étalonne. Donc là, dans l'atmosphère, là, donc, on voit le HE pour hélium. Et donc, les particules, les ppm, donc c'est ce qui veut dire... La partie par million. Partie par million. Et une molécule pour 1 million d'autres molécules. D'accord, donc là, il y a 0 et ça varie entre 10 un petit peu. Bon, il y a donc un peu d'hélium dans l'air. C'est l'incertitude de l'appareil. Il est, disons, précis à 10, 20, 30 ppm. Voilà, grosso modo. Oui. Donc, Pierre, je vous laisse ouvrir le bocal de lentilles et voir ce qui se dégagerait, éventuellement. Lentilles sèches. Donc, là, voici, on va ouvrir le bocal qui est fermé depuis longtemps. Hein. Donc, de lentilles non germées. Hein. Et nous allons constater si dans les lentilles germées, il y a une présence d'hélium ou s'il n'y en a pas. Voilà. Ça monte à 70, Voilà. 90, 190, 70, enfin, ça varie. Apparemment, donc... il y en a un petit peu qui se dégagerait quand même. C'est ça, il y en a partout. Apparemment, de l'hélium, nous sommes stupéfaits de cela. Mais... D'accord.
D'accord? Ok. On peut peut-être essayer avec les fleurs. Alors, je remets à 0 par précaution entre chaque mesure. D'accord. Hein, c'est recommandé par le constructeur, donc on remet à 0, donc on sait qu'il n'y aura pas d'artefact d'un bocal sur l'autre. Hein. On va essayer avec les fleurs. Donc le voilà revenu à 0. Attends, non, il n'est pas 0. Oui, il s'égare un peu vers 100, une centaine. Voilà, il est revenu à 0, il est sage. Ça, c'est des fleurs d'un arbre que je ne connais pas, mais on peut faire la chose avec toutes les fleurs que l'on imagine. Catalpa Polonia, je crois. Ah, ben voilà, Catalpa Polonia. Alors, on lui met une fleur comme ça. Oui. Voilà. Et aussitôt, il démarre. Ah, 6, 700, ah ça monte. 870, 900, 1010, 900, 1000, 11 000, enfin 1100, ouais, 1100. D'accord, avec la fleur au bout, hein, on peut le voir. Sachant que c'est la fleur qui est coupée de sa tige. Donc elle continue à fournir de l'hélium. Voilà. À un niveau stable. Ok. Ok, passons maintenant. J'enlève la fleur, Ouais. je remets à 0. Hein, on est vers 1200. Hein. Ça dépend des fleurs. Il y a des fleurs à 500, il y a des fleurs à 1000. Tu peux relâcher, Pierre, la mise à 0. Maintenant, nous allons, si vous voulez bien, voir le teneur en hélium dans le riz complet. Ouais. J'insiste bien sur le riz complet parce que si le riz n'est pas complet, il ne germe pas. Le riz complet est une substance insipide et inutile. Non, le riz blanc. Pas Le riz blanc, pardon. Hein. Alors que le riz complet a toutes les caractéristiques d'un grain vivant, puisqu'il peut regermer. Voilà, nous sommes arrivés à 0. Et voilà, je soulève légèrement donc l'opercule, n'est-ce pas, qui est là, et j'introduis l'appareil tout bêtement, et voilà le résultat des courses. 1510, 1540, 60, 1580, 1400, 1300. Bah oui, forcément c'est ouvert donc ça perd un peu. Oui. Mais voilà, on est monté jusqu'à 1300, là, 1300, 1420 là. Voilà. 1450, 1500. Et ça continue à monter, 1500, ça redescend. D'accord, donc de l'hélium généré par le riz complet. Alors, remettons à 0. Est-ce qu'il germe le riz là? Oui, bien sûr. On va s'arrêter à Albert. Hein. Il fait le fou. Voilà. Donc après, nous allons prendre des lentilles germées. Alors, le riz complet germé depuis une semaine. Les lentilles germent depuis une semaine également. Calme-toi. Les lentilles germent depuis une semaine. Non. L'appareil revient à 0. Voilà, il est à 0. Donc, nous allons faire les lentilles qui germent depuis une semaine. Il est à 70. Hein. C'est ça. 20-70. Voilà. Et nous allons constater. Et voilà. Ah, là c'est 15 000 carrément. Carrément. 14 700. Entre 14 et 15 000, quoi. Ouais. Donc 16 16 000. 000. 16 002, ça continue à monter. 16 005. Mais la différence entre 16 000 et 10 000, elle n'est pas énorme, hein, en fait. La Et on différence- voit que le taux est stable. C'est pas l'appareil qui fait le fou, quoi. C'est pas l'appareil de détection qui fait le fou, c'est comme ça. C'est 17 000, 15 000, 17 000. Et c'est pas 1000 et c'est pas 100, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui, on est d'accord, là c'est plein. Ok, là on en est à 15 000, 15 000 aussi. 14 000. Ok. Ok pour les graines de lentilles noires germées depuis une semaine. Là, il va mettre un bout de temps à se déshabituer de... Je découvre les lentilles, comme vous pouvez le voir, puisque nous ferons, si nous avons le temps, la progression du taux d'hélium en fonction du temps. Voilà. Donc je les découvre, elles sont toutes nues et elles évacuent tout leur hélium.
il y a de l'hélium partout. Bah, Donc l'appareil a de la peine à faire son zéro parce qu'il y a de l'hélium partout. C'est invraisemblable, mais... Nickel, hein. Les lentilles germées chez toi, Laurent, depuis combien de temps? Je les ai mises vendredi, on est lundi, vendredi après-midi, donc ça fait 2 jours et demi. 2 jours. Ouais, on va dire 3 jours. Ça fait 3 jours pile. « 250 et c'est monté, il y a eu un pic à 300. Alors Oui. c'est aussi intéressant, il y a eu un pic à 300, mais la différence avec les autres lentilles germées, c'est que celles-ci, elles sont vraiment germées, elles viennent tout juste de rentrer en action, et elles le sont depuis 3 jours au lieu d'une semaine, et qu'elles sont par rapport aux autres, notez bien, c'est dans une vasque plate, une sorte d'assiette, et non pas un vase, ou peut-être le fait qu'il y ait un récipient plus... Tu les as couvertes tout de suite? Oui, non, je ne les ai pas laissées couvertes. Je les ai couvertes quand je vous ai vu arriver avec... Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup d'hélium. Ouais. C'est possible. Et en même temps, donc ce que je peux noter, c'est que, encore une fois, il y a la différence du récipient doit peut-être jouer dans le confinement de l'hélium. Ok. Ok? Donc 350 là. Hein. Oui, 350. Il est fou. Complètement dingue. Surtout si C'est juste au-dessus. Il faudrait peut-être enlever le bol là, tu le mets à côté. Ah, celui-là, là? Ouais. Ah oui, tu parce mets qu'il à côté. dégage. Hein. Oui, parce que lui, il dégage sérieusement. Alors, on va le mettre loin, parce qu'il dégage tellement qu'on ne sait plus où on est, quoi. Pour un pareil qui détecte des fuites aux parties par million, là, il ne sait plus où il est dans l'hélium, quoi. Allez, calme-toi. Je l'en mets à 0 parce que là, il souffre. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va faire les haricots qui germent depuis également une semaine. Voilà. Les haricots rouges. Hein. Peut-être un peu moins d'une semaine quand même. Ça va? « 3000, 9000. 9000, pardon. 1009. Ouais, de toute façon, c'est plein. D'accord. C'est bon? C'est bon. Voilà. On va éloigner ce pauvre appareil des sources d'hélium. Il n'en peut plus. Il nous reste à faire le fafa, qui est depuis une semaine, et c'est une toute petite graine. Elle est montée, je n'ai pas la preuve, mais nous l'avons fait avec Jean-François, elle est montée à 7000. Donc là, nous allons constater ce que fait une graine qu'on peut qualifier un peu de vieillissante. Voilà, un petit zéro. Voilà. Il a tellement d'hélium dans la figure qu'il ne peut plus s'arrêter. Voilà, alors là, le fafa germé depuis une semaine. Il est reparti, lui aussi. On était à 2000. Oui. Combien? 2000. On est monté à 2000. Là, Voilà. on est à 1700, 1800. Le métier, il monte à 7000 quand il est en forme. D'accord, ouais. De toute façon, c'est comme vous le mentionniez, c'est les graines là qui, vu que c'est des petites graines en fin de vie, entre guillemets, où la germination a vraiment très très bien été réalisée par rapport aux autres. Oui, peut-être, ou on n'a pas mis assez d'eau. Enfin, c'est encore des manips expérimentales, hein. C'est pas encore du sûr, hein. J'arrête? Ouais. Ok. Voilà, un petit 2000, quoi. Alors, ensuite, si vous voulez bien, on va faire du vin, parce que quand même, tant qu'à faire de manipuler dans l'étrange, allons-y dans l'étrange. Alors, le vin, chez moi, j'ai ouvert une bouteille de vin biologique, évidemment. Ah, comme ce vin, n'est-ce pas, est biologique, bien sûr, puisque nous savons que les vins ne sont pas biologiques, ne sont pas exactement la panacée universelle. Voilà, un petit zéro.
$7000, 8000. 1004, ça monte encore. 1006, 7, 8, 1880 max. Ça redescend. Donc ouais. Voilà, les surprises. Les surprises. On va mettre ça à 0 parce que c'est horrible comme bruit. Hein. Donc là, c'est simple. S'il n'y a pas production d'hélium par un processus biologique, s'il n'y a pas stockage, ça veut dire que tout ce qu'on bouffe, c'est irradié et ça a poussé à Fukushima à la limite. Ça peut être une conclusion possible. Ça se trouve, tout cela a poussé dans des environs, dans des environnements pollués par la radioactivité. Fukushima, Tchernobyl et autres. Maintenant, si vous voulez bien, on reprend les lentilles dénudées. Alors, c'est une manipulation qui va prendre peut-être 10 minutes pour revoir dans quelle mesure elles sont susceptibles de refaire leur taux d'hélium qu'on a trouvé tout à l'heure, 7000, je crois, je ne sais plus, des choses comme ça. Les lentilles, alors lesquelles Celles-là, D'accord, alors celles-ci, elles étaient à 11 000. Petit test à l'air libre pour voir. Enfin, 11 000. Voilà. Elles étaient à 1100. Alors, les là à l'air libre. T'as mis à 0. Hein. Voilà, les là à l'air libre. Hein. Il n'y a rien. À la limite, tu peux couvrir tout de suite pour voir à quelle vitesse ça monte. Une seconde. Donc, il n'y a rien, tu es d'accord? Ouais. Ok. Bon. Donc, maintenant, je les recouvre pour qu'elles manifestent si elles exhalent de l'hélium en permanence. Bon. Voilà, il faut que j'éloigne l'appareil parce qu'il est déjà reparti dans les taux d'hélium qu'il y a absolument partout. Il y a de l'hélium absolument partout. Hein. Là, on sort du vin à 17 000 et l'appareil a de la peine à se rincer, à éliminer tout l'hélium qu'il a emmagasiné, parce qu'on est quand même à 17 000 parties par million, donc c'est pas rien. Et étant donné que la sensibilité de cet appareil, c'est 5 ppm. Donc là, on lui met 17 000, donc il faut qu'il se nettoie. Enfin, 17 000, le vin, c'était 8880, je crois. Ok. Non, c'est plus que ça. Je vois Oui, on leur 8-9 000, oui. Ah, ok, bon. Mais de toute façon, 8-9 000, Ouais. 19 000, ça change plus grand-chose. Hein. Donc il faut que l'appareil se nettoie. Voilà, bon là on est à 20, 10, 20, 30. Hein. Les lentilles, on vient de les recouvrir, il faudra un chronomètre, hein, ce serait plus sage. Hein. Et voilà. On est déjà à 710 sont étalés. J'ai pris 710. Ouais. D'accord, ça va vite, hein. C'est bon? Ouais. J'arrête l'appareil, on va reprendre dans quelques minutes le résultat des courses. Voilà, donc on est devant une usine de formation d'hélium. Si on a les yeux en face des trous et l'appareil en face de la chose à mesurer, on est en face d'une explosion d'hélium. Voilà, un petit 0, donc ça fait 30 secondes qu'on a fait la précédente, la suivante. Alors, on a grimpé jusqu'à 1000. On a grimpé jusqu'à 1000. Voilà. Maintenant, si on attend encore 2-3 minutes, moi, à mon avis, c'est une manip intéressante. Hein. On attend encore 2-3 minutes, on n'est plus à ça près, et ça va monter encore à des taux. Voilà, donc c'est une production instantanée et profuse d'hélium comme s'il en pleuvait. Quoi. Ou comme si c'était radioactif. Non, ce n'est pas radioactif. Les Fleischmann et Pons ont bien montré que leurs neutrons n'étaient pas avec une énergie issue de la radioactivité. Ce n'est pas une radioactivité. Si c'en est une, ce n'est pas celle que l'on attend, d'après les lois de Coulomb, des physiciens, théoriciens des hautes énergies nucléaires. Ce n'est pas le même domaine. T'as essayé ton compteur Gégère à côté d'ailleurs à ce propos?
Calme-toi, toi. Oui. Tu as essayé, ouais, ça donnait quoi alors? Ben, rien. Rien. Puisque ce sont des neutrons sans énergie. Si toutefois il y a des neutrons, Fleischmann et Pons ont trouvé des neutrons. Nous, on n'est pas dans le neutron. On n'est pas dans. Voilà, 0. On a encore augmenté par rapport à tout à l'heure. On était à 900, là on est encore à 1070. Donc ça monte de 100 à peu près toutes les 2 minutes. On attend encore un petit peu? Moi je suis partisan d'encore une manip, tu veux? Si tu veux. Ouais. Dans 5 minutes? Dans 1 minute, oui, 2 minutes. On refait une manip parce que c'est quand même foudroyant, quoi. S'il y a des gens curieux sur cette terre, il y a des choses à éclaircir. Hein. Ah bah là oui, là c'est l'éclaircissement parce qu'on est vraiment en plein brouillard, quoi. Comment se fait-il qu'on obtienne de l'hélium à gogo comme ça coûte cher l'hélium en plus. Qu'on n'en trouve que dans les mines radioactives et que ici on en trouve... Comme si c'était des mines radioactives finalement. Oui, c'est ça, alors que c'est sûr que ce n'en est pas. C'est évident que ce n'en est pas. Les graines ne contiennent pas de radioactivité quand elles sont sèches. Tu peux éteindre l'appareil, Non Pierre. plus, a priori, quand elles sont humides. Tu veux éteindre l'appareil, Pierre? Là, je laisse se reposer tranquille. hein. Tu l'éteins pas, tu laisses. Mets-le sur la sensibilité plus faible. Voilà. Il faut mettre 2 zéros parce qu'il est tellement saturé d'hélium qu'il faut 2 zéros. Quoi. Ok? Bon, on est à 60 à peu près. Hein. Et hop. Ouais, on a encore augmentation, On a combien, là 1350, Et voilà. Oui, ça baisse pas, ça c'est sûr. 1360, Et voilà. 70, 80, ouais. Donc le phénomène est reproductible. Et dans un quart d'heure, tu seras à 10-15 000, quoi. Le phénomène est reproductible. Il est incondensable, reproductible, et tout ce qu'on veut. Voilà. Touche à rien, pas dans les mains, pas dans les poches, laisse-le faire. Non, mais j'ai baissé la sensibilité Ouais, mais parce pourquoi que ça sonne moins souvent. Mais pourquoi? Si tu veux avoir des clients, mets la sensibilité. C'est bien, là, c'est tchop. Oui, tchop. Voilà, ça continue. Donc si on le laisse en continu, il va continuer de monter. Je peux observer que donc, donc les internautes peuvent le voir, qu'il y a des films plastiques sur les différents récipients. Le plastique étant tiré d'hydrocarbures, est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur le fait qu'il y ait de l'hélium qui apparaisse, voire qui apparaît en grande quantité? Jean-François Henri Coin a émis cette hypothèse, donc il faut que nous vérifions que dans un récipient couvert avec ce plastique du film alimentaire tout bête, hein, que tout le monde a chez lui, hein, donc c'est pas sophistiqué, hein, donc tout le monde a chez lui. Donc on a pris un pot vide, on a mis le film en plastique au-dessus et on a introduit l'appareil dans le récipient couvert de ce film alimentaire que tout le monde peut se procurer, et on a trouvé des teneurs en hélium et en tous les gaz qui sont les teneurs habituelles, c'est-à-dire 0 en hélium, par exemple. En particulier, 0 en hélium. On a trouvé plus, mais il n'en reste pas moins que les quantités qu'on a mesurées avec les lentilles en germination ou d'autres graines et avec juste le plastique au-dessus du bol, les quantités trouvées en présence de graines en germination sont de toute façon 10 fois plus élevées, 15 fois plus élevées, 20 fois plus élevées que en enlevant les graines. 1000 fois plus élevé. Oui, il faudrait voir après avec nos chiffres, mais en tout cas, de toute façon, les ordres de grandeur n'ont rien à voir. D'accord. Est-ce que vous avez noté aussi, selon les types de graines, avec justement là, des productions d'hélium. Alors, en dehors du type de graine, est-ce que par exemple vous preniez pour chaque graine, on va prendre 200 grammes d'alfalfa, 200 grammes de haricots, 200 grammes de lentilles, enfin que sais-je, est-ce que vous preniez à chaque fois la même quantité de graines pour reproduire l'expérience, ou vous avez fait ça Non, j'ai pris des lentilles, j'en ai pris 200 grammes, sèches, 200 grammes. Des haricots, j'en ai pris 100 grammes. Du riz,
complet, hein, parce qu'il n'y a que le riz complet qui germe, le riz blanc ne germe pas. Hein. Du riz complet, j'en ai pris 50 grammes, et d'alfalfa, j'en ai pris 20 grammes. Voilà. D'accord, donc là, est-ce qu'il y a la quantité, enfin j'imagine que ça serait logique, mais bon, je peux aussi me tromper, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que la quantité de graines en germination, qu'importe le type de graines, génère tout autant d'hélium? Sûrement pas tout autant, mais ça demande une étude quantitative en fonction du temps que nous n'avons pas fait. Cependant, ce que nous avons vérifié, c'est que si on ôte, comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, si on ôte le plastique, le film alimentaire qui est sur les graines, qui dans ce cas-là éjecte tout leur hélium, qui n'est plus confiné, si on remet le film en plastique, au début, l'indication de l'appareil en hélium, c'est 0, et puis 10 minutes après, l'hélium apparaît, 20 minutes après, il y en a encore plus, et 30 minutes après, il y en a le maximum. Voilà. Donc c'est effectivement, apparemment, un processus qui se fait vraiment dans le pot. Il n'y a pas de doute, quoi. Est-ce que Jean-François, tu as quelque chose à rajouter sur ce que tu dis ? À part que j'aimerais que les gens s'y intéressent, reproduisent l'expérience et que des scientifiques patentés travaillant dans des labos reproduisent l'expérience, ou même non seulement la reproduisent, mais la complètent avec des expériences, pour le coup, quantitativement exactes, à la partie par million près. Et moi, j'aimerais bien que tous ces gens-là, qui ont les compétences, qui ont le matériel, vu que la manip elle est simple et qu'elle est peu coûteuse, qui mettent à profit le matériel que nos impôts paient pour vérifier si ceci est reproductible, vraisemblable, et qu'il se prononce. Rien n'est plus simple pour des gens qui ont un peu d'appareil en laboratoire que de vérifier nos données. Donc moi c'est ce que j'ai ajouté, c'est que on a des compétences, on a des gens, ils ont et c'est nous qui les payons avec nos impôts, libre à eux s'ils le souhaitent, d'utiliser un peu de cet argent de nos impôts pour nous donner tort, éventuellement nous donner raison. Eh bien voilà, donc pour ceux et celles qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo, alors les implications sont assez gigantesques. Si vous avez suivi les propos de nos deux invités, à savoir que l'hélium, normalement, n'est produit que dans le cadre de réactions nucléaires, fusion voire fission. Normalement, dans la nature, ce gaz n'est trouvé que dans des mines uranifères. Et donc cela implique qu'il se passe quelque chose au niveau atomique. Et dans ce sens, quand on observe que des graines germées émettent des quantités d'hélium d'une manière très abondante, au même titre que les fleurs en elles-mêmes produisent ça d'une manière naturelle, qu'est-ce que ça impliquerait justement sur la manière dont peut-être l'énergie libre peut être créée ? Dès le moment où il y a hélium faisant écho à Hélios, le soleil, le fait qu'il y ait ces gaz dus à une sorte de transmutation qui apparaissent, pourrait éventuellement, en tout cas pour ceux et celles qui s'y intéressent, eh bien, vous donner des indices sur où chercher ou qu'est-ce que vous devriez obtenir pour avoir peut-être un excédent d'énergie en sortie par rapport à l'énergie qui entre. Donc, nos deux invités vous invitent à les contacter, notamment via l'email de Pierre Basselon que vous avez en dessous de cette vidéo sur la page du site d'Immédiat, ainsi que sur la page Facebook de Jean-François Ricoy. Donc je vous le rappelle, Effet Dumas, Énergie Libre, pour en savoir plus, lien que vous trouverez aussi sur la page du site en dessous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation et n'hésitez pas à les contacter pour en savoir plus, voire participer, passer à la pratique et avancer ensemble. Au revoir à tous.